Bonjour tout le monde, c'est Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter, chez les pros, le temps d'un café. Cette semaine, on va passer rapidement sur les news, puis on va recevoir Rémi Fortier qui vient nous parler du projet MTG Data. C'est parti pour l'épisode 18. Cette semaine, ça a été le début des spoilers de l'édition Commander Legends. On a eu un thread du designer Gavin Verhey qui nous a montré quelques cartes, notamment un commandeur à la rareté commune que n'importe qui peut avoir en draft, car oui, c'est un set qui se draft, donc on pourra toujours avoir ce commandeur monocouleur. Ensuite, en historique, il y a eu des bans. En fait, il y a eu un seul ban, finalement, c'était que Field of the Dead. Citadel reste dans le format, et on part sur un format dans lequel le contrôle sera sûrement un petit peu plus viable. Ensuite, un tout nouveau type de format a été annoncé, c'est le Supreme Draft. C'est comme un draft, tu ouvres un booster, sauf que là tu as 2 first pick, et après, le reste du pack est incinéré. On n'entend plus jamais parler. Tu fais ça avec 18 boosters, et tu as ton deck. C'est un format uniquement disponible pour l'instant sur MTGO, c'est fait pour le virtuel, et ça commence avec toutes les éditions de Ravnica. Par la suite, il y aura le Supreme Draft en Modern Horizon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite, un changement de l'Organized Play. Je vous propose même pas d'aller voir l'article. Selon les pros eux-mêmes, c'est incompréhensible et ils savent même pas eux-mêmes ce qu'il faut faire un pro player finalement. Et là, Robert Tyler vient à notre secours. En tout cas, il nous annonce ce qu'il faut qu'on fasse, nous, qui ne sommes pas déjà pro player, si on veut aller plus loin dans la compétitivité. Être dans le top 1200 du ladder chaque mois. Avoir 7 wins dans les qualifieurs qui sont débloqués par le fait d'être dans le top 1200, puis finir 11-4 au Players Tour dans le Challenger Gauntlet, et enfin faire top 12 du Challenger Gauntlet, et là ça y est, t'es dans la MPL. Tu connais ta route, maintenant à toi de t'y frotter. Enfin, tout début des spoilers pour Zendikar Rising, l'édition de standard qu'on aura après l'édition actuelle. On a juste vu un Planeswalker Nairi qui fonctionne avec les équipements, et on a vu un Jace qui a la mécanique Kicker. À voir, tout ça, ça commence en septembre. En tout cas, nous, on va passer à la suite. Et maintenant, sans plus attendre, on reçoit Rémi Fortier qui vient nous parler du projet MTG Data. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour nous te présenter ? Ok, je m'appelle Rémi Fortier, je joue à Magic depuis que j'ai une dizaine d'années dans la cour d'école. Et il se trouve que j'ai gagné un Pro Tour à 15 ans, ce qui a bouleversé ma vie. Et en grandissant, en apprenant des choses aussi, en faisant un petit tour par le monde professionnel, j'essaye d'appliquer un peu tout ce que je peux pour améliorer Magic, tant sur le plan, enfin améliorer Magic, en tout cas la manière dont on essaye de gagner à Magic. J'essaye d'améliorer les méthodes qu'on a pour essayer de gagner plus à Magic. C'est quelque chose que je fais depuis 4-5 ans maintenant que j'ai un peu devenu un peu plus adulte, et j'essaye d'importer plein de méthodes, tout ce que je trouve à droite à gauche pour gagner plus. Tu as lancé il y a peu, avec certains collègues, un projet qui me paraît très intéressant, ça s'appelle Magic Data. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Magic Data ? Ouais, écoutez, c'est un pur produit du confinement. Pendant le confinement, donc qui était une belle période de jachère intellectuelle, donc propice à l'ennui et l'imaginaire. Et il y a eu beaucoup de data qui a été donnée sur Magic, notamment via les Magic Fest Online, organisé par Channel Fireball. C'est quelque chose qui était sans précédent dans Magic, d'avoir cette précision de données sur un événement, ou en tout cas accessible au grand public. Et sachant que Magic a fait sa transition e-sport, ça veut dire que en fait, il y en a d'autres qui ont déjà fait leur transition e-sport, d'autres jeux qui sont déjà dans l'e-sport, et suivant un petit peu comment c'est, je sais que la data, c'est quelque chose de puissant, ça peut en faire quelque chose. Et voyant ça, j'ai appelé mon bon ami Arnaud Hockmiller, qui en plus d'être champion du monde par équipe 2018 et data scientist dans la vie, je lui ai dit, voilà, est-ce qu'on peut pas faire des trucs de fou avec ça? Est-ce qu'on pourrait faire ci, ça, ci, ça? Et on a commencé à faire ce qu'ils appellent une proof of concept, ce qui veut dire globalement des preuves mathématiques, pour juste voir si ça fonctionne. On a essayé, on a développé un petit site, et ça fonctionnait, ça avait l'air assez puissant. On s'est dit, est-ce qu'on peut pas le tester grandeur nature? Qu'est-ce que ça donnerait si on le mettait dans les mains de joueurs pro? Et pile poil à ce moment-là, il y avait
les Pro Tours online. Donc, toute l'équipe française, donc Louis Deltour, Jean-Emmanuel Desprez, etc., on leur a passé ces outils-là et pour voir ce que ça donnait. Et bon, il se trouve qu'ils ont fait d'excellents résultats. Je pense que c'est surtout dû à leur talent, mais en tout cas, leur retour sur l'outil était bon. Et en arrivant avec les vacances, avec Arnaud, on continuait un petit peu d'essayer de voir si on pouvait pas toujours faire plus de choses avec la data, etc. Et en fait, on trouvait que c'était hyper puissant. Et là, on est parti 3 semaines sans fermer, enfin sans fermer. Bon, en tout cas, on a passé beaucoup de temps dehors, mais en tout cas, on est parti 3 semaines à Tours pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Est-ce qu'on peut pas aller encore plus loin et le résultat de ça, donc c'est MTG Data qui est là. Donc ça, c'était la genèse de MTG Data. Et donc là, maintenant, en fait, on s'est rendu compte que voilà, de la data, il y en a pas tant que ça en fait de public et d'ouverte. En fait, c'est avec les tournois, par exemple les Red Bull 4, 5 et 6 qui ont eu lieu les 3-4 dernières semaines. On peut faire des choses, on peut dire des choses qui sont intéressantes pour les joueurs, intéressantes pour la compréhension de Magic au global. Magic étant un jeu de hasard, il y a des mathématiques partout, et on peut creuser. Et sauf que il y en a pas tant que ça en fait. Donc, ce qui serait intéressant, ça serait d'avoir un tracker en fait pour avoir plus de data, trouver encore plus de choses et donner encore plus d'éléments. Pour les joueurs en fait. Et c'est ce sur quoi nous travaillons en ce moment. Donc on continue d'avancer nos recherches fondamentales en fait sur les mathématiques de Magic, sur les metagames, etc. Tout en développant un site internet et un tracker en ce moment. Ce qu'on voit, nous, grand public, pour l'instant, Magic Data, c'est un compte Twitter avec des illustrations très bien faites des statistiques de tournois, mais donc il va y avoir un site internet. Enfin, comment ça va se présenter tout ça? Alors, en fait, pour l'instant, notre Twitter, donc il se trouve que sur le chemin, on a eu un ami designer de longue date, joueur de Magic, qui a beaucoup aimé le projet et qui voulait nous rejoindre. Ce qui fait que voilà, on peut faire des choses un peu jolies. Donc c'est un site internet où il y a de la data et des decklists globalement, qui sont alimentés notamment par des éléments de data qu'on peut récupérer soit publiquement, soit via un tracker. On ne sait pas encore exactement comment on va lancer, mais quand on va lancer, mais les choses sont assez claires dans notre tête. Comment ça va se présenter exactement? Je sais même pas tant que ça en vérité exactement comment ça va se voir parce qu'on travaille dessus. On a notre designer qui travaille d'arrache-pied dessus, donc les choses sont encore très conceptuelles évidemment, même si la route est tracée. Maintenant, le fond de l'histoire, qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, à quoi va ressembler le site internet? Qu'il soit blanc ou noir, je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Par contre, le point qu'on a compris, nous, en tout cas qu'on s'est dit sur la donnée, c'est que, en fait, de la donnée, il y a déjà des gens en fait qui en analysent sur Internet. Par exemple, il y a Ezerab qui fait un travail très bien et qui a été et même Frank Karsten. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de choses en termes de mathématiques qui se sont faites et on s'est déjà retrouvé nous en tant que joueurs plusieurs fois devant des tableaux de chiffres et on savait pas comment les interpréter en fait. Exactement, genre un match-up à 52%, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais de cette information-là? Et notre point de vue, c'est qu'en fait, il faut essayer de rendre cette donnée-là actionnable, utile. Comment est-ce qu'on fait pour la transformer en décision? Finalement, moi, quand je vais voir un joueur compétitif, lorsqu'il va voir un tableau de données, ce qu'il veut voir, c'est pas un tableau de données, c'est des résultats, enfin, c'est des conclusions pour ses choix de deck, en fait. C'est ça, c'est dans ça, en fait, finalement, que ça se transforme. Donc, on essaye de rendre les choses le plus concrètes possible, en fait. Et vous en avez déjà un aperçu sur notre Twitter, où on essaye de voir, voilà, au vu des chiffres, voilà, en fait, mono-red, ça tombe, donc faudrait essayer de ne pas jouer mono-red, ou on l'actionne aussi sur des types de cartes. Par exemple, s'il y a une carte qui, dans Sultai, a un meilleur win rate que les listes qui ne le jouent pas, du coup, ça veut dire que c'est une carte prometteuse. Voilà, on est plus sur ce genre de piste-là, où on n'affiche pas que de la donnée, on essaie aussi de la lire et de la rendre actionnable, comme on dit, pour prendre des décisions concrètes dans la vue de la préparation d'un tournoi cible. Ok, super intéressant. Donc, on va rester dans le conceptuel vu que vous en êtes un peu là, mais j'aimerais un tout petit peu avancer dans la technique. En fait, comment est-ce que tu attires cette data dans ta base de données? Est-ce qu'il y a de l'automatisation? Est-ce que vous prévoyez de faire une moulinette qui fait des choses toute seule ou est-ce que pour l'instant on va chercher à la main les decklists, on les met dans notre base de données? Non, on a justement la partie, la moulinette. En fait, tout ce qui est, une fois qu'on a de la donnée, on l'interprète mathématiquement dans des tableaux, etc. On la compile, on la trie, etc. Ça, c'est des trucs qui sont déjà prêts. En fait, c'est toutes les choses qu'on a fait pendant le confinement, en fait.
Et après, cet outil-là, on peut lui mettre autant de data qu'on veut dedans, en fait, mais juste lui, il est prêt, quoi. Donc tout ce qui nous manque, ouais, c'est la partie avoir plus de données, en fait, tout simplement. Il y a quand même pas mal d'incertitudes autour de la donnée qui sont liées notamment aux incertitudes de la période, en fait, tout simplement. Parce que c'était pas prévu qu'il y ait autant de tournois online, en fait, finalement. Parce que ça, c'est une conséquence du coronavirus directement, en fait. Donc voilà, comment est-ce que le monde va évoluer après ça, et d'ailleurs sous combien de temps, etc. Donc là, il y a plein d'incertitudes sous ces éléments-là. En tout cas, en ce moment, il y a de la donnée partout, en fait. Il y a eu 3 Red Bull, etc. Il y aura un Pro Tour bientôt. Donc voilà, donc en fait, pour l'instant, ça va, quoi. Ok. Et pour aller vraiment au fond de l'idée maximale, dans quelques années, si tu pouvais avoir autant de développeurs que tu veux, accès à toutes les données que Wizard a, et une fois que l'e-sport, que Magic est un e-sport et qui a été transformé, c'est quoi le end goal pour toi? Est-ce que tu peux nous décrire ton monde idéal, qui est totalement e-sport et où on peut totalement exploiter les datas? Hmm. Elle est intéressante cette question et elle est d'autant plus intéressante grâce à la place de Magic en fait, qui est un e-sport qui arrive alors qu'il y en a d'autres qui l'ont déjà fait en fait. Donc on peut déjà s'inspirer de ce qu'ont fait les autres. Mais par rapport à la donnée, en fait, moi je constate que dans le parcours compétitif, il y a plein d'éléments qu'un joueur a besoin pour avancer, pour progresser, etc. Mais qui demandent un travail assommant en fait. Et si on pouvait faire en sorte que les joueurs puissent avoir accès à j'ai envie de dire, la puissance théorique que donne accès le niveau compétitif quand on y est, sans avoir eu à faire forcément tout le trajet, ça serait ça serait un bel objectif, en fait. Par exemple, si je prends un exemple extrêmement concret, les joueurs de BO1, parmi ces joueurs de BO1, il y en a qui aimeraient faire du BO3, en fait. Et parfois, on est bloqué, en fait, par le fait que bah voilà, il faut faire un sideboard, on ne sait pas comment le construire, on ne sait pas comment faire des planches de side. Si dans ce monde idéal, on savait, et je ne suis pas sûr qu'on sache le faire, mais si on le savait, donner à ces joueurs un side et des plans de side pour leur deck, ça serait fabuleux en fait, parce que dans ce cas, en fait, on pourrait leur permettre de faire eux la transition vers le BO3, ce qui est parfois aussi la transition vers d'autres connaissances, d'autres amitiés, etc. En fait, d'autres joueurs, grandir en fait le plaisir qu'ils peuvent avoir dans Magic en grandissant en fait le nombre de manières qu'ils ont de jouer à ce jeu, quoi. C'est un petit peu ça au final, parce que bien sûr, la donnée pour gagner, ça c'est très intéressant pour les joueurs compétitifs ou pour les joueurs qui veulent progresser, mais en vérité, ça s'exprime un peu à tous les niveaux de la pyramide compétitive et ça se transforme aussi dans des liens sociaux en fait. Et je crois aussi que un petit peu dans un sens, je pense qu'on n'est pas les seuls à se poser ce genre de questions et il y a une dynamique de fond de la mathématisation de Magic en fait, qui est plein de hasard, tout ce qui est les mana bases, etc. Bien sûr, il y a Frank Karsten qui a été pionnier dans ce monde-là, et je crois qu'on fait partie, qu'on suit, qu'on emboîte un petit peu le pas, et avec d'autres. Et si on pouvait continuer de participer à la croissance de la compréhension de ce qu'est Magic, ce jeu impossible, bah, je crois que ça aurait été beau, et je suis sûr que le trajet aurait été plaisant aussi. Bah, ça donne vraiment envie. Je suis impatient de voir ce futur dans lequel on est déjà presque, on a déjà un pied dedans. Merci beaucoup pour ces réponses. Ça donne envie d'utiliser MTG Data un maximum. Et c'est assez enthousiasmant pour l'avenir de Magic. Et ben, merci à vous de me les avoir posés. C'est toujours plaisant de s'arrêter une seconde pour parler de ce qu'on fait. Ça permet peut-être aussi de le faire autrement plus tard, de continuer à grandir notre compréhension du projet. Encore merci à Rémi d'avoir participé à cette émission. C'était vraiment super pour moi de l'interviewer. Vous pouvez le retrouver sur Twitter @REMFORTZ. Vous pouvez aussi retrouver MTG Data @MTG_data et leur site internet qui arrive bientôt, mtgdata.com. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.